l'intelligence artificielle au service des enseignants et des formateurs. Pour cela, nous avons Stéphane avec nous qui est ingénieur de formation, qui développe des pratiques pédagogiques innovantes depuis 25 ans et qui a surtout créé GoodGrade en partenariat avec Quark Education en 2022. GoodGrade, qui est une EdTech qui développe un assistant intelligent d'évaluation d'examen basé sur les dernières avancées de la technologie de l'intelligence artificielle. Et Stéphane est accompagné de Laurent Aléonard, qui lui est membre du comité pédagogique de GoodGrade et qui est surtout directeur délégué et directeur académique de l'école de management Léonard de Vinci et qui expérimente le développement de cette application au contact des enseignants du groupe et surtout des élèves. Donc je vous cède la parole à tous les deux. Vous nous avez préparé un échange interactif, donc c'est parfait. Et n'hésitez pas à garder vos questions dans un coin de votre tête. On prendra les questions du public durant les 5 et 10 dernières minutes. Donc merci à tous les deux d'être là, un thème d'actualité, et on vous écoute attentivement. Merci beaucoup, merci à tous. Bienvenue pour cette petite demi-heure sur l'IA au service des enseignants. Alors, l'IA dont nous allons parler aujourd'hui est une IA qui est consacrée à l'évaluation, puisque nous sommes en train de développer un assistant intelligent d'évaluation d'examen. Voilà, donc nous allons parler, je pense, une vingtaine de minutes, et puis nous vous laisserons poser vos questions pendant une dizaine de minutes, parce que je pense que c'est l'interaction qui va nous permettre de rendre pertinent ce petit échange. Voilà, Laurent, tu es le directeur académique délégué et associate dean de l'école de management Léonard de Vinci. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, l'évaluation? Quels sont les enjeux de l'évaluation? Alors, bonjour à tous. Donc pour nous, on est donc une école qui est en pleine croissance. Ça veut dire chaque année, plus d'étudiants, plus de groupes d'étudiants, plus de programmes. Donc finalement, l'évaluation devient quasiment une activité un peu industrialisée parce qu'effectivement, il y a l'effet masse qui intervient. Mais en même temps, l'évaluation a des exigences qui lui sont propres et qui sont croissantes. Chez nous en particulier, c'est le fait que nos étudiants, mais je pense que c'est le cas, ça c'est générationnel, hein, tous les étudiants sont en demande d'un feedback de plus en plus individualisé, personnalisé sur leur performance, notamment à l'occasion des examens. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que nous avons des processus de contrôle qualité qui doivent être constamment maintenus et renforcés, à la fois contre la fraude, mais aussi pour assurer justement les valeurs d'équité, d'efficacité des évaluations. Et pour nous, c'est d'autant plus important que notre école est accréditée à la fois sur le plan national et international et que les critères d'accréditation, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu type ACSB, EQUIS, EFMD, etc., nous imposent également des reportings très précis sur l'évaluation des compétences des étudiants à travers notamment les examens. Pas que, mais en particulier les examens. Donc face à cet enjeu, nous avons noué un partenariat en bonne intelligence avec Laurent et ses équipes pour mieux répondre à ces besoins. Et au-delà des besoins dont tu viens de nous parler, il y a aussi une véritable difficulté dans cette activité d'évaluation. Il suffit de parler avec nos collègues profs, de parler avec les scolarités, avec les directions d'établissement. C'est une activité qui est un peu la malheureuse de l'éducation, Laurent. Oui, alors par rapport à tous ces défis-là, nous, ce qui se passe, c'est que à vouloir justement répondre à ces défis, les trois en même temps, l'industrialisation, l'individualisation et le contrôle qualité, on se retrouve pris, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres écoles et de nos confrères, dans une sorte de spirale inflationniste, c'est-à-dire toujours plus de temps, de ressources qui doit être consacré aux corrections, et du coup, ça génère effectivement, alors je dois vous faire une confidence, hein, c'est un contrôleur de gestion qui vous parle, donc je vais utiliser quelques terminologies, mais ça génère chez nous en tout cas ce que j'appellerais des coûts cachés, qui sont notamment toute la logistique qui est associée au processus d'évaluation. Pourquoi? Parce qu'on a un grand nombre de correcteurs, que les remontées de notes se font pas nécessairement toujours en temps et en heure. Donc il faut les relancer, il faut aller sur le terrain, aller les chercher, et puis il faut aussi assurer la possibilité de consultation des copies par les étudiants, etc., etc. Donc des coûts de logistique qui généralement sont un peu noyés dans la masse, mais qui, avec ces phénomènes-là, prennent une part de plus en plus importante.
Voilà, et délibérément, donc notre service permet justement de résorber ces coûts cachés. Je voudrais citer aussi, puisque donc pour développer cet assistant, j'ai rencontré de nombreux enseignants et étudiants ou participants de formation continue, la frustration des participants qui n'ont pas grand-chose en feedback sur les évaluations. Et donc l'idée, c'est de refaire de l'évaluation une vraie modalité pédagogique où les acteurs, que ce soit les professeurs, les formateurs ou les étudiants et les participants, fassent un vrai bilan pédagogique. Alors, forcément, l'évaluation, si vous voulez, aujourd'hui, c'est fait par des êtres humains et c'est normal, mais il y a forcément des facteurs humains à prendre en compte, Laurent. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, les facteurs humains, je crois qu'ils sont déjà bien listés ici. Et je pense qu'on en a même un peu oublié au passage. Mais encore une fois, c'est le contrôleur de gestion et le directeur académique qui vous parlent. C'est que, au-delà des coûts cachés dont je parlais précédemment, là, ça s'apparente à des coûts de non-qualité. Tout simplement parce que on sait, moi le premier, au bout de la xème copie corrigée, je commence à flancher. Donc quand il y a des centaines de copies, forcément le facteur humain va petit à petit avoir un impact négatif dans les deux sens. C'est-à-dire vous allez finalement pénaliser peut-être plus que à la première copie, ou à l'inverse vous allez noter plus large qu'à la première copie, parce que y a l'effet fatigue, il y a l'effet lié tout simplement à la masse et à la prise de temps. Donc pour nous, ces coûts de non-qualité vont jouer sur les valeurs justement d'impartialité et d'équité en particulier, et de rigueur dans l'évaluation, qui est précisément un de nos défis majeurs. Oui, tout à fait. Et donc là, on voit que la machine est au service du professeur et du correcteur et va lui permettre de réguler ces biais. Vous voyez, ces biais qui sont tout à fait naturels. On n'a pas à en être culpabilisé. L'effet de contraste pour toutes les personnes qui ont corrigé des centaines de copies, c'est quelque chose de bien connu. C'est-à-dire que si vous corrigez une copie moyenne après une série de mauvaises copies, vous allez avoir tendance à mettre une évaluation supérieure. Et si cette évaluation intervient après une série de très bonnes copies, vous mettrez une évaluation inférieure. Donc, si vous voulez, c'est des choses qui sont bien connues, qui ont été étudiées. Il y a pas mal de papiers de recherche, de thèses sur le sujet. Et il s'agit en effet d'aider le professeur à réguler ses biais. Alors, ce qu'on propose avec Goodways, c'est un accompagnant gagnant-gagnant avec les établissements qui nous suivent, comme EMLV, et donc des partenariats que l'on appelle aujourd'hui Test and Learn, où on propose aux établissements tout simplement d'expérimenter et de tester la solution, pour les libérer d'une tâche fastidieuse et critique, comme le disait Laurent, de vraiment redonner du cœur au ventre au corps pédagogique pour reprendre cette activité pédagogique à 100%, et que ce soit l'occasion non seulement d'évaluer une promo d'étudiants, mais aussi, pourquoi pas, d'optimiser le module. Et puis, bien sûr, d'aider les établissements dans cette ronde de certification et d'accréditation qui n'en finit plus aujourd'hui, que ce soit en formation continue et en formation initiale. Laurent, cet accompagnement, comment pourrais-tu... Nous, ce qui nous intéresse dans le projet, en tant qu'école, encore une fois, avec ces défis en tête, c'est d'abord d'avoir... c'est à la fois un outil et un processus qui soit structurant pour nous dans les processus de contrôle qualité. Ce n'est pas la machine qui définit évidemment les processus, c'est nous qui les avons, mais on a besoin tout simplement d'être soutenu et de structurer. Et quand j'entends structurer, c'est aussi pour harmoniser, parce que en réalité, le facteur humain, un des facteurs humains importants, c'est que d'un correcteur à l'autre, et donc nous on a observé, d'un cours à l'autre, d'un programme à l'autre, finalement les process d'évaluation sont très très variables. Parce qu'on sait très bien, et on se le dit entre nous d'ailleurs, que tel professeur, on sait qu'on connaît ses méthodes d'évaluation, tel autre, on sait qu'il prend ça de manière beaucoup plus légère. Donc l'idée, c'est d'avoir effectivement un processus structurant au sens que, il harmonise en tenant compte bien sûr des programmes, des cours. Évidemment, on n'évalue pas un cours en bachelor comme on évalue un cours en master, mais fondamentalement, il y a une harmonisation qui permet de réduire les biais liés à la diversité, tout simplement, des intervenants dans le processus de correction. Donc ça, c'est le premier attente qu'on a, c'est quelque chose qui nous permet de structurer nos process.
Deuxième chose qui est importante, et là, encore une fois, c'est le contrôleur de gestion qui parle, moi j'attends effectivement que la partie, j'allais dire, un peu taylorienne de la correction de copies, hein, c'est-à-dire la centaine, les 200, les 300, les 400, les 500 copies, puisque c'est la taille d'une promotion que nous avons à corriger, eh bien, on puisse attester qu'il y a un allègement d'au moins 80% de ce travail-là. Hein. Ce qui ne veut pas dire suppression du travail de correction manuelle, bien au contraire, mais j'allais dire la souffrance que constitue ce travail taylorien soit réduite de 80%, parce qu'on sait très bien qu'au bout de X copies, on va toujours retrouver plus ou moins les mêmes choses, et du coup, ça accélère le biais au niveau des facteurs humains. Et la troisième attente qu'on a, effectivement, et c'est pour ça que nous, on est intéressés, c'est de faciliter aussi toute la partie fondamentale qui est entre les mains du professeur, d'harmonisation des notes, d'analyse aussi. On a créé par exemple chez nous un comité qualité pédagogique avec nos responsables de département, avec des responsables également de la direction de l'école, pour analyser chaque fois, avant l'organisation des partiels, analyser tous les sujets d'examen et vérifier effectivement leur conformité. Et on attend de cet outil-là d'avoir ex post une évaluation aussi des examens passés au vu effectivement des statistiques qui sont reproduites par le système pour guider un petit peu la correction future. Et le dernier point qu'on attend, c'est évidemment une facilité au niveau de tous les reportings, parce que voilà, nous, on est parti, comme beaucoup d'autres écoles, dans les processus d'accréditation où il y a toujours des dossiers à remplir, des tableurs Excel à remplir, avec notamment des comptes rendus sur la pédagogie. Et là, clairement, un outil qui soit paramétrable et qui nous permette de générer automatiquement ces reportings, évidemment, va nous faire gagner aussi beaucoup de temps. Oui, donc c'est important tous ces services complémentaires, car au-delà de la notation des copies, dont on va parler tout de suite, si vous voulez, il y a un certain nombre de services que l'on offre aux professeurs correcteurs, comme en particulier des rapports d'évaluation circonstanciés qu'on envoie aux étudiants, qui font quelques pages, où on va reprendre précisément ce que l'étudiant a écrit au regard de la question, à quelles compétences cela s'adresse, quel est le type de corrigé type, s'il existe, et où est-ce qu'il peut approfondir s'il a besoin, s'il a mal compris la question, vous voyez. Et donc, ce sera l'occasion pour l'étudiant, quand il prendra connaissance de ce rapport d'évaluation, vraiment de faire son propre bilan pédagogique sur le module en question. Donc ça, c'est un service. Il y a un second service, puisque j'écoutais en creux ce que disait Laurent, c'est en effet de constituer une bibliothèque d'examen, finalement, qui va inspirer les professeurs au bout d'un moment, vous voyez, dans cette bibliothèque d'examen qui sera taguée en fonction du niveau, du topic, du module, etc., pourra aussi faciliter la conception de nouveaux examens, etc. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de services complémentaires que nous allons offrir et qui vont tous mis les uns derrière les autres, vont offrir une palette de services qui va non seulement permettre d'industrialiser un peu cette activité, mais aussi de lui donner surtout de la valeur, du sens. Oui. Et donc c'est ça qu'on attend. Voilà, donc en effet, le cœur du système, si vous voulez, c'est une machine en deep learning, hein, donc on est bien dans ce secteur de l'intelligence artificielle que nous appelons le traitement naturel du langage. Si vous voulez, pour chaque réponse étudiante, réponse à une question, la machine va fournir une évaluation. Bien sûr que le prof derrière pourra évaluer, checker, etc. Mais aussi, et c'est très important, un indice de confiance. C'est-à-dire que c'est la machine elle-même qui va évaluer statistiquement la fiabilité de sa réponse, de son évaluation. Vous voyez ? Et grâce à cet indice de confiance, le professeur correcteur pourra valider rapidement toutes les copies qui ont un bon indice de confiance et, par sécurité, reprendre les copies qui ont un mauvais indice de confiance. Vous voyez ? Cet indice de confiance est très important parce que c'est un indicateur qui va permettre au prof de piloter sa correction. Laurent, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, Stéphane le sait, hein, nous, les conditions de partenariat sur ce projet, elles sont très claires parce que ce sont les trois, finalement, critères prescripteurs
qui nous intéressent hein, et qu'on mettra à l'épreuve du projet. Première chose, parce que vous doutez bien, bon, j'en ai évidemment discuté avec mes collègues, hein, professeurs, et effectivement, au départ, ça soulève pas mal d'interrogations sur, du coup, le positionnement de l'enseignant par rapport au processus d'évaluation. Donc là, nous, on a un discours qui est extrêmement clair. L'enseignant reste totalement maître de l'ingénierie, de la conception et de l'évaluation. Simplement, effectivement, il y a dans l'évaluation une activité taylorienne dont on va le soulager. Donc, j'avais presque fait l'analogie un peu osée avec finalement dans l'usine, hein, vous avez le robot d'un côté qui exécute de manière les tâches tayloriennes finalement, et de l'autre, vous avez l'ingénieur et le contremaître qui sont là pour à la fois la conception du processus de fabrication et puis la surveillance de la machine. C'est exactement cet état d'esprit que nous avons, c'est-à-dire que l'enseignant reste l'ingénieur et le contremaître aussi de la machine, du robot, qui n'est finalement effectivement rien d'autre qu'un robot. Donc ça, c'est vraiment très important dans les critères d'appropriation en fait, de l'outil par le corps enseignant. Deuxième critère important, c'est que effectivement le processus utilisé dans le système d'aide est rigoureusement le même que le processus usuel que nous avons dans la conception et les méthodologies d'évaluation. Ce n'est pas, j'allais dire, l'enseignant qui va se tordre le bras. Enfin, pour ceux qui connaissent, enfin moi je sais qu'aucun de mes collègues de toute façon ne se laissera tordre le bras, moi compris, par une machine ou un processus ou un système d'information. On a eu dans le passé tellement d'expériences dans ce sens où finalement on installe un système et puis j'allais dire l'intendance humaine suivra. Là, on n'est pas du tout dans cette logique. Enfin, en tout cas, c'est une condition, c'est qu'on respecte strictement. Alors par contre, effectivement, nous, dans nos processus, quand on conçoit un examen, on demande à nos enseignants un corrigé type. Les enseignants ont l'habitude de corriger par eux-mêmes un certain lot de copies pour se faire une première idée et justement ajuster entre finalement le sujet d'examen tel que vous l'imaginiez au départ et puis la réalité de ce que les étudiants reproduisent. Il y a toujours des écarts qu'on utilise pour assouplir un peu le barème, pour assouplir aussi certaines évaluations quand on voit que, par exemple, tel ou tel sujet n'a pas manifestement été compris puisqu'il y a une majorité d'étudiants qui sont en échec sur telle ou telle question. Donc, il faut que le système nous permette de reproduire ça et surtout aussi que le système rejette toute anomalie. C'est-à-dire quand la machine ne comprend pas une copie, elle nous la renvoie. Et nous, à ce moment-là, de manière au cas par cas, on va effectivement corriger. Et le troisième critère prescripteur dans le cahier des charges, c'est effectivement la possibilité de réellement avérer des économies, les fameux 80% dont je parlais précédemment, mais aussi une économie sur tous les coûts cachés ou les coûts de non-qualité que l'on a détectés. Et là, on a déjà notre batterie d'indicateurs. Il suffit de reprendre le slide précédent. Vous aviez la description de toutes les difficultés rencontrées dans l'évaluation côté étudiant et côté professeur. Ce sont autant d'indicateurs qui nous permettront de vérifier qu'effectivement, on a une nette amélioration. On n'attend pas, évidemment, des miracles du jour au lendemain, mais qu'on voit une tendance, effectivement, de progression dans une meilleure utilisation de notre temps. Encore une fois, pour être sur la conception, pour être sur l'analyse et le feedback que nous demandent nos étudiants, c'est là qu'il y a la valeur ajoutée du professeur par rapport au processus d'évaluation. Merci Laurent. Alors, comment se présente la solution? Tout d'abord, nos cas d'usage. Alors évidemment, nous avons intégré dans cette solution, si vous voulez, 4 cas d'usage. Le premier, j'en parlerai pas parce que l'idée, c'est plutôt de ne pas l'utiliser ou de l'utiliser le moins possible, c'est les QCM. Et puis, toutes les plateformes de gestion ou de management d'examen s'en chargent déjà très bien. Un cas d'usage important, c'est celui de la question de calcul. Donc là, il s'agit de corriger des tableaux Excel, vous voyez. Et je vais laisser Laurent témoigner parce que c'est aussi son expérience personnelle. Mais ce qui est très important quand un professeur corrige des centaines de copies et donc des centaines de tableaux Excel, c'est qu'il doit corriger non seulement les résultats, mais les formules qui sont sous-jacentes. Voyez. Et dans cet aller-retour manuel, il y a souvent une fatigue excessive, c'est très énergivore, et des étourderies.
Laurent, tu peux parler de tes expériences. On a utilisé un petit peu un de mes examens comme prototype, un examen sur du contrôle budgétaire. Donc, c'est pas spécialement, j'allais dire, très, très fun au départ. Et effectivement, dans ce type d'examen, vous pouvez arriver à un résultat juste, mais par des raisonnements faux. Et du coup, je sais que traditionnellement, on se met en tête tout un barème en disant, voilà. Et en plus, deuxième chose, c'est que toute erreur de calcul au début va générer évidemment en cascade des erreurs jusqu'à la fin. Donc on a en tête un barème assez compliqué où on pénalise à 100% la première erreur, mais par contre, tant que le raisonnement ou les formulations sont exactes, eh bien, on attribue, alors non pas la totalité des points, parce que évidemment le résultat à la fin est quand même faux, mais au moins une partie des points, de façon à quand même reconnaître de manière justement équitable la part d'erreur de calcul et la part, j'allais dire, d'erreur embarquée par une erreur en amont. Et donc, effectivement, on s'est aperçu que corriger et modéliser ce type de correction, c'est pas si évident que ça, et c'est même beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Mais manifestement, là, on a réussi des résultats qui, en indice de confiance, étaient très bons, voire même détecter des erreurs faites par des corrections manuelles. Parce que moi, le premier, honnêtement, au bout de la xème copie, je vérifie. Je suis pas tout à fait certain de vérifier tous les raisonnements. Et donc là, effectivement, on a besoin d'un support. Merci. Donc ça, c'est pour la partie calculatoire. Et bien sûr, concernant le traitement naturel du langage, eh bien, nous pouvons donc évaluer des questions de cours, alors qui sont en général des questions où on va demander aux étudiants de reprendre un concept qui a été vu en cours, soit pour le repréciser, soit pour l'appliquer sur quelque chose de simple. Et aussi des questions de type analytique, si vous voulez, qu'on appelle essai ou dissertation, où là, on va demander aux étudiants ou aux participants de développer un argumentaire, une analyse et d'en faire une synthèse. Vous voyez ? Et donc, ces modalités, bien sûr, sont très impressionnantes et très intéressantes. Et c'est dans ce cadre-là que nous menons avec EMLV et d'autres partenaires, des partenariats que l'on appelle Test and Learn, où en ce moment nous expérimentons ce modèle pour pouvoir l'optimiser et le commercialiser dès 2023. Sur ce point, je n'ai jamais caché à Stéphane que c'était le point le plus critique ou crucial, plus exactement, sur lequel on attendait les systèmes. Mais effectivement, d'où l'importance que nous, on accorde à l'indice de confiance. Ça, c'est vraiment un indicateur important. Et on a eu quelques essais qui ont été d'ailleurs plutôt encourageants. Et puis, encore une fois, le fait qu'il y a de toute façon une autorégulation et que quand la machine ne comprend pas, eh bien, à ce moment-là, elle nous renvoie les anomalies pour que nous-mêmes puissions faire le travail d'analyse manuellement. Sur ce point-là, c'est particulièrement important, effectivement. En effet. Alors, comment ça se présente tout ça ? Écoutez, ça se présente un peu comme une plateforme de gestion d'examen où vous avez 4 phases. Une phase de conception d'examen, alors qui est une phase intéressante où chaque établissement peut paramétrer en fonction de ses usages. Donc, si vous voulez, c'est une phase qui est sans doute réalisée et par les scolarités d'une part et ensuite par les profs qui conçoivent leur examen. Je donnerai la parole à Laurent là-dessus tout à l'heure. Une phase de réalisation de l'examen, donc ça c'est aussi classique, hein. On va accueillir les participants pour qu'ils puissent réaliser l'examen et cet accueil est supervisé soit par le prof lui-même qui supervise, soit par un superviseur. Une phase de correction, et vous verrez, on vous a préparé quelques screenshots du service web que l'on est en train de développer. Et cette phase de correction est intéressante parce qu'elle va guider, elle va piloter le travail du prof et ainsi lui faire gagner du temps. Par exemple, si vous voulez, le prof peut choisir entre l'option corriger par copie, s'il préfère, ou corriger par question. Vous voyez, il corrige la même question pour tous les étudiants. Ça va beaucoup plus vite parce qu'on a la réponse en tête, vous voyez. Et donc là, on peut aussi gagner du temps. Vous voyez, donc il y a plein de petits détails comme ça qui permettent en effet à l'enseignant de gagner du temps. Et puis enfin, une phase de feedback automatisé, tels les rapports circonstanciés que l'on envoie aux étudiants, mais aussi les tableaux de bord statistiques que l'on envoie au professeur correcteur, au directeur de programme qui, lui, scrute
l'évaluation de tous les modules de sa filière ou de ses programmes, et aux directions académiques qui, elles, regardent la qualité des évaluations au niveau d'un établissement. Donc là, si vous voulez, vous avez des tableaux de bord en poupée gigogne qui permettent de faire ça. Et donc ça, si vous voulez, c'est notre plateforme. On peut aussi, pour les établissements qui ont déjà leur propre système d'information, LMS, plateforme de management d'examen, anti-plagiat, proctoring, on peut tout simplement s'interfacer en API, si vous voulez, et gérer les flux pour offrir le service Good Grades sur une interface que connaît déjà le staff de l'établissement, c'est-à-dire les formateurs, les équipes administratives, etc. C'est aussi possible. Laurent, un petit commentaire? J'aurais juste 2 commentaires sur la première phase et la dernière. Sur la première phase, quand je disais tout à l'heure que on veut soulager effectivement le travail des enseignants et qu'on veut suivre exactement le processus usuel de conception et d'évaluation d'examen, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas avoir des exigences ou un investissement un peu supplémentaire de la part des enseignants en amont. D'abord parce qu'on sait que certains, par exemple, je vous disais, nous, normalement, on demande à tous nos enseignants de nous donner le sujet d'examen plus le corrigé type. Ce que ne font pas toujours certains, notamment intervenants externes, et on a beaucoup de mal parfois à courir après. Donc là, ça veut dire très clairement qu'effectivement, on va mettre quand même un standard qui va, pour certains, se traduire par un investissement supplémentaire. Mais en même temps, c'est comme quand on conçoit un QCM, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Vous savez que vous passez énormément de temps sur la conception du QCM, mais par contre, vous allez gagner énormément ensuite, évidemment, en correction, puisqu'elle sera quasiment automatisée. Ben là, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on va effectivement prêter pas mal d'attention à la phase amont. Donc, bon, il y a les corrigés type, par exemple. Mais il y a par ailleurs, pour des besoins notamment de reporting, qu'on doit faire de toute façon pour nos accréditations, les besoins d'évaluer donc les compétences ou les objectifs d'apprentissage tels qu'ils sont définis par des organismes d'accréditation comme le FMD, EQUIS ou la CSB, hein, pour ceux qui connaissent. Eh bien, tout ça doit être paramétré en amont, de sorte qu'en fonction de la note, on soit en mesure effectivement de produire rapidement les évaluations de reporting sur les compétences qui ont été évaluées. Nous, par exemple, on a aussi, comme beaucoup d'établissements qui nous ressemblent, on a beaucoup à développer les compétences de nos étudiants en matière de développement durable, de responsabilité sociale des entreprises. Ça introduit de nouvelles problématiques, de nouveaux enjeux qu'on doit inclure dans nos examens et pour lesquels nous devons faire des reportings spécifiques. Et c'est un énorme travail, en fait, qu'effectivement, on souhaite pouvoir établir en amont. Donc, de l'investissement en amont, et ça, on assume tout à fait, effectivement, ce travail supplémentaire, mais qui correspond en clair au cœur de métier, en fait, de nos enseignants. Donc, c'est plutôt, à la limite, renforcer cette professionnalisation, mais pour derrière, effectivement, générer beaucoup plus facilement et plus rapidement les analyses dont nous avons besoin. Et pour la dernière phase, ce qui nous intéresse aussi, c'est avoir un outil d'harmonisation des notes, ça j'en parlais avant, qui soit simple et nous permette d'un programme à l'autre, d'un cours à l'autre, d'assurer cette équité, cette transparence également pour les étudiants. Alors, je vois qu'il nous reste 5 minutes puisque j'ai un petit warning rouge là qui vient de s'allumer. Et au lieu de vous présenter quelques screenshots, je préférerais passer aux questions directement. Et donc, si vous avez des questions, des avis, des opinions. Alors, oui, je vous en prie, je vais vous donner le micro parce qu'on ne va pas vous entendre. Attendez. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'irruption des nouveaux systèmes d'IA comme ChatGPT et les différentes choses d'OpenAI et leur impact à la fois sur les étudiants qui rédigent par exemple des copies avec l'aide de l'IA et sur comment ça peut aider aussi à l'évaluation dans... Voilà.
Oui, tout à fait. Alors, bon, l'actualité a été vampirisée depuis fin novembre par l'arrivée de ChatGPT. Il faut savoir qu'il y a d'autres agents conversationnels qui vont arriver cette année, hein, et des concurrents de ChatGPT. Hein. Donc, on est vraiment sur une tendance globale. Alors, nous avons pris en compte, bien sûr, l'émergence de ce nouveau type de service, et nous sommes en train d'en débattre avec les responsables pédagogiques de nos partenaires, hein, voire même de faire des expérimentations pour voir de quelle façon nous pourrions utiliser le ChatGPT pour commencer à ramener des matériaux sur des corrigés types ou des choses comme ça, vous voyez. Donc, puisque nous sommes dans une phase de nourrissage de la base de données, il faut savoir aujourd'hui, et j'en discutais avec une autre école que MLV récemment, que ChatGPT a des trous dans la raquette. Alors, on le voit pas, si vous voulez, de manière, quand on l'utilise comme ça, on va dire, de manière citoyenne, mais quand on est un peu plus connaissant dans un domaine, un sujet, etc., on voit qu'il traite mieux certains sujets que d'autres, qu'il a une culture occidentale, voire américaine aussi, vous voyez, en termes d'interculturel, etc. Donc, il y a des limites à ce type d'outils. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas nager à contre-courant, et qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, l'intégrer dans la pédagogie. Voilà. Mais c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, parce qu'on expérimente aussi un certain nombre de manips avec ce type d'outils. Laurent, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Oui, non, c'est juste pour dire que vous vous doutez bien, effectivement, pour nous enseignants, c'est un vrai sujet de débat, de discussion. Personne n'a la réponse à ça. Alors au-delà de la question des outils, ça nous interroge en revanche beaucoup, mais sur du moyen terme, sur également, j'allais dire, le sens des évaluations de compétences, hein, et peut-être effectivement nous amener à réinventer d'autres approches de compétences. Qui ne se repose pas uniquement sur effectivement des évaluations de type essai dont on sait qu'elles peuvent être, même si effectivement il y a quand même des défauts assez évidents et que peut-être des systèmes de anti-ChatGPT vont pouvoir traquer. Au-delà de ça, nous, en tant qu'enseignants, c'est plutôt vraiment un questionnement fondamental sur tout simplement la nature même, avant même les évaluations, la nature même des compétences que nous devons effectivement évaluer. Qu'est-ce que attendent finalement les futurs employeurs de nos étudiants et comment on peut effectivement travailler différemment. Mais là, on se pose la question et je peux vous dire qu'on n'y a toujours pas répondu. Hein. Je vous remercie. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage. Hein. Plutôt qu'interdire, il vaut mieux essayer d'intégrer. Comment l'outil peut être intégré à la pédagogie. Alors l'actualité est intéressante, hein, puisqu'on a une dizaine d'universités australiennes qui ont décidé d'intégrer ChatGPT dans leur enseignement. Hein. Donc c'est un papier que vous pouvez lire dans le Guardian d'il y a une dizaine de jours. Et puis vous avez un établissement en France qui a interdit son utilisation, etc. Donc vous voyez, aujourd'hui, le débat est ouvert, le match est lancé. Hein, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut prendre en compte et que nous prenons en compte dans le développement de ce type de technologie. Merci. Et d'autres questions peut-être ? Non, une fois, deux fois, trois fois. Alors je continue. Hein, je poursuis. Donc voilà, je vous ai parlé de 5 étapes. Il y a l'étape de conception, alors qui est une étape intéressante où à la fois, on va dire, la scolarité ou la coordination de filières ou de programmes va pouvoir préciser un certain nombre d'informations, et puis où le professeur va pouvoir en effet concevoir son examen. Donc là, vous voyez une particularité, c'est que en termes d'évaluation, nous pouvons définir plusieurs correcteurs pour fonctionner en multi-correcteurs, et nous pouvons définir plusieurs vagues de correction. Hein. Nous avons prévu de définir même 2 vagues de correction, vous voyez, parce que certains certificats ou diplômes référencés au RNCP ont dans leur obligation de faire 2 vagues de correction pour certaines évaluations, vous voyez. Donc ça a été demandé par certains de nos partenaires. Donc vous avez compris que nous faisons du co-développement avec une demi-douzaine de partenaires et que nous prenons en compte leurs besoins. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cette première slide sur la correction. Et puis au niveau de la deuxième slide, là on est vraiment sur une interface où le professeur, concepteur de l'examen et correcteur va préciser
question par question, le type, la nature de la question, le barème, les réponses référentes, les compétences qui sont liées à la question. Je reviens sur le sujet parce que c'est très important. Et in fine, va pouvoir valider son examen. Tu voulais peut-être dire quelque chose là-dessus, Laurent ? Ça illustre juste effectivement l'investissement initial qu'on attend de toute façon, j'allais dire good grades ou pas, hein, honnêtement, qu'on attend des enseignants, effectivement parce que ça devient un enjeu. On ne donne plus des notes simplement, on évalue des compétences. Le ministère de l'enseignement supérieur d'ailleurs nous y incite très fortement et donc là il faut effectivement qu'on revoie nous-mêmes nos systèmes d'évaluation. Merci. Donc là, vous avez la phase de supervision, c'est-à-dire la supervision, si vous voulez, c'est une fois que l'examen est conçu, première étape, le prof attend que l'examen se déroule, donc on est avant le déroulé de l'examen. Il peut quand même, si vous voulez, chatter avec les étudiants en one-to-one ou envoyer des messages en collectif. Et puis, pendant l'examen, eh bien, on va lui donner en temps réel un certain nombre de métriques pour qu'il puisse suivre l'avancement physique des étudiants durant l'examen et essayer comme ça de gérer sa promo. Et puis, donc ça, c'est l'interface pour les étudiants pour pouvoir répondre aux examens. Et là, nous arrivons donc à cette étape de correction où le professeur va pouvoir configurer la machine, en particulier sur l'indice de confiance, qu'il va appliquer à toutes les questions ou partie des questions, et il va pouvoir définir un seuil d'indice de confiance qui va lui permettre d'avoir un résultat, c'est-à-dire que là, vous voyez, en fonction de la configuration qu'il a fixée, il lui reste 24,6% des réponses à corriger. Voilà. Et ensuite, il va pouvoir préciser s'il préfère corriger par question ou par copie. Et à partir de ce moment-là, la machine lui présente le travail de correction à faire et donc question par question ou copie par copie, il va pouvoir corriger et une fois qu'il a fini, si vous voulez, d'évaluer toutes les questions qui avaient un mauvais indice de confiance, la machine va lui demander s'il a envie de checker les réponses qui ont un bon indice de confiance. Donc là, si vous voulez, il y a une phase d'apprivoisement, hein, une interface homme-machine à mettre en place. Et au bout d'un moment, l'intervenant fera confiance à la machine parce qu'il aura l'habitude de travailler avec lui. Un peu comme si un prof d'université accueillait un nouveau vacataire qui fait les corrections. Il a envie de savoir un peu comment ça se passe. Oui, madame, et ce sera la dernière question. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que les données issues de la correction par l'enseignant des copies avec un mauvais indice de confiance sont réingestées dans le système en temps réel? Est-ce que ça contribue à la correction globale des autres copies? Merci. Alors, aujourd'hui non, mais nous l'avons vraiment envisagé. Et nous allons attendre de voir déjà le premier nourrissage qui va arriver dans quelques semaines. Mais c'est une solution que nous avons vraiment envisagée. Voilà, on m'a fait les gros yeux là-bas, malgré les visages qui sont tout à fait charmants. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais Laurent et moi, bien sûr, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur ces sujets. Merci de votre écoute à cette heure où les estomacs commencent à se faire sentir.